On va plus loin dans l'essentiel à présent avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, qui titre en une sur l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Bonjour Ziad. Bonsoir. Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, un répit au Liban avec le premier jour de cessez-le-feu et le retour chez eux de milliers de déplacés. En attendant l'immense défi qui attend les autorités libanaises, elles doivent reprendre le contrôle de la frontière sud, un contrôle exercé de fait ces dernières années par le Hezbollah. Israël qui compte faire appel des mandats d'arrêt délivrés par la CPI à l'encontre de Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, les dirigeants israéliens qui ne seraient pas arrêtés en cas de venue ici en France si l'on en croit le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot renvoie à une éventuelle immunité des pays non signataires de la CPI. On voit ça tout de suite, on va plus loin. Les Libanais ont donc redécouvert une journée sans détonation. Pour la première fois, après 2 ans d'affrontements incessants à la frontière sud et 2 mois de combat à l'intérieur même du pays, le cessez-le-feu a permis aux premiers déplacés de rentrer chez eux. Ils sont plus d'1 million à attendre. Arnaud Miguet. Dès hier soir, des danses et des chants. Ces Libanais célèbrent l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. On est tellement heureux, même s'il y a eu des martyrs, des morts, des déplacés. Les déplacés, dès que les armes se sont tues tôt ce matin, ils ont pris la route en direction du sud du Liban. Matelas sur le toit, retour à la maison. On avait tellement peur quand on était chez nous, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais Dieu merci, ce qui est arrivé appartient maintenant au passé. Que vont-ils trouver à destination ? Cette guerre au Liban entre Israël et le Hezbollah, avec son lot de destruction, aura duré plus d'1 an et entraîné la mort de plus de 3800 Libanais. Le Hezbollah n'a ni désarmé, ni capitulé. Même affaibli, ses militants, drapeau de la milice chiite à la main, célèbrent eux aussi la trêve. Selon l'accord poussé par Washington, la milice chiite doit retirer ses hommes de la zone frontière. L'armée israélienne quittait le sud du Liban dans les 60 jours. Les militaires libanais déployés à la frontière. Cette trêve peut-elle tenir? Côté israélien, le Premier ministre met en garde. Si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer, nous attaquerons. S'il tente de reprendre ses activités terroristes près de la frontière, nous frapperons. L'État hébreu veut maintenant concentrer ses efforts sur l'Iran, la bande de Gaza et le Hamas, qui détient toujours 97 otages israéliens. Alors dans quel état d'esprit sont les Libanais au soir de cette première journée de trêve? À Beyrouth, on fait le point avec Serge Berberi. Eh bien, la vie reprend doucement son souffle au Liban après plus de 2 mois de guerre, 2 mois de guerre qui ont paralysé de larges secteurs de l'économie et bouleversé, vous l'imaginez, la vie de millions de citoyens. Aujourd'hui, Beyrouth et d'autres localités du pays affichent les premiers signes donc d'un retour à la normale. Les Libanais peuvent enfin se coucher sans redouter les bombardements nocturnes ou les bangs supersoniques qui résonnaient jour et nuit. Certains cafés, restaurants et commerces ont choisi de reprendre leurs horaires d'avant-guerre, un acte symbolique qui traduit bien évidemment une volonté de résilience et de renaissance. Par ailleurs, la Middle East Airlines, la compagnie nationale du Liban, a elle annoncé bien que ses vols reprendront normalement à compter du 12 décembre. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour les étudiants des écoles et des instituts publics. Les cours en présentiel reprennent donc demain et c'est aussi une opportunité de rattraper un début d'année scolaire particulièrement chaotique. Mais au-delà donc de ces signes encourageants, vous savez, les défis restent immenses, notamment la reconstruction. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, eh bien, les Libanais s'accrochent à l'espoir d'un avenir plus stable et plus serein. Voilà, il y a à peine la trêve entrée en vigueur. Voilà déjà des restrictions dans le sud du Liban où l'armée interdit aux Libanais la traversée du fleuve Litani entre 17h et 7h du matin, ainsi que l'accès à certains villages évacués dans le sud. 2 journalistes libanais auraient d'ailleurs été blessés par des tirs israéliens, c'est ce qu'indique l'agence officielle libanaise ANI. Ziad Limam, le Liban reste sous une forme d'occupation? Non, le Liban reste sous la menace de la guerre. C'est-à-dire, les cessez-le-feu, ça s'appelle cessez-le-feu.
Ça ne s'appelle pas accord, ça ne s'appelle pas traité, ça s'appelle cessez-le-feu. Donc les parties décident, pour des raisons souvent stratégiques d'un côté et de l'autre, d'arrêter le feu. Mais ça ne veut pas dire qu'on a réglé le problème politique. D'ailleurs, une des questions du Moyen-Orient, c'est qu'on ne règle jamais les problèmes politiques, on fait des cessez-le-feu et puis on laisse les problèmes politiques en place. La deuxième chose, c'est que la mise en place est quand même... ça a l'air simple sur le papier, mais c'est complexe à faire. C'est-à-dire le retrait de toutes les forces Hezbollah au-delà du Litani, le retrait de toutes les forces israéliennes, éviter qu'il y ait des tirs, des coups de feu, des incidents comme aujourd'hui, des roquettes qui partent, des avions qui volent. Tout ça est très, très difficile. Parce qu'encore une fois, le fond politique n'est pas résolu. Et puis enfin, il y a la question libanaise qui reste ouverte, ce que dit votre correspondant. C'est-à-dire que... quel est l'impact de ces semaines de bombardement sur la société libanaise? Quel est l'impact sur la société politique? Est-ce que le Hezbollah, dont effectivement l'appareil a été largement décimé, mais sur toutes les images qu'on voit, on voit des drapeaux du Hezb partout, est-ce que cette force-là est durablement politiquement amoindrie, ou est-ce qu'au contraire, elle va vouloir montrer qu'elle est existante dans la période post-militaire? Est-ce qu'on peut trouver un deal pour avoir un président de la République? Est-ce qu'on peut trouver un deal pour le Liban pour que les forces politiques s'accordent entre elles? Est-ce qu'on va éviter la guerre, enfin en tous les cas pas la guerre civile, mais en tous les cas des affrontements civils? Parce que c'est clair que certains ont dû penser que l'opération israélienne allait leur permettre de se débarrasser du Hezbollah. Mais si ce n'est pas le cas, on est dans le statu quo hanté. Et donc voilà, donc tout est encore là. Et donc tout est difficile encore pour jusqu'à au moins les 60 prochains jours de mise en place de l'accord de cessez-le-feu. Oui, l'armée israélienne dispose en effet de 60 jours pour se retirer du Liban. Tout dépend du Hezbollah qui doit céder ses positions à la frontière sud, à l'armée libanaise et à la force d'interposition des Nations Unies, la FINUL. C'est tout l'intérêt du Hezbollah, Gauthier, de se conformer à l'accord. Il n'a pas d'autre choix. Aujourd'hui, certains disent affaibli au point même d'envisager son désarmement. Ça vous semble réaliste? Le désarmement, dans la mesure où peu sont capables de le mener à bien, ça ne paraît pas réaliste. Mais en revanche, ce qui est finalement important pour le Hezbollah, c'est les deux possibilités. C'est-à-dire à la fois se refaire une santé, en prenant soin de ne pas montrer le bout du nez, parce qu'Israël dit si vous sortez, vous ayez une quelconque intention belliqueuse, on frappe. Ça, c'est bien pour se refaire une santé. Et en même temps, comme on l'a déjà dit souvent, le Hezbollah, c'est, pardon le terme, mais c'est un standing par rapport au Proche-Orient, au Moyen-Orient, par exemple dans la défense de la cause palestinienne, même si on voit aujourd'hui qu'elle est lâchée en rase campagne, cette cause palestinienne, parce que le Hezbollah dit qu'il faut d'abord qu'on s'occupe de nous. Donc c'est une question de temps. Dans la chronologie, dans un premier temps, il est vraisemblable que le Hezbollah a besoin de se régénérer, de retrouver des cadres, parce que même s'il y a un nouveau chef, il y a une question d'encadrement, de voir aussi comment ne pas tomber dans les pièges en termes de communication qui ont été, on le sait, catastrophiques pour le Hezbollah. Bien, tout ça, c'est dans un premier temps. Le second temps, ça peut être effectivement de sortir et de montrer que le Hezbollah, politiquement, est toujours là, mais qu'il s'occupe toujours de cette prétendue solidarité. Mais là, on rejoint ce que disait Ziad, c'est que comment va être perçu le Hezbollah dans la société libanaise? On sait bien qu'il y a des gens... Alors, il y en a bien sûr qui ont souhaité qu'Israël fasse le boulot, comme certains pays arabes, mais il y en a aussi qui se sont dit, c'est vrai que le Hezbollah prétend être un imposteur, en quelque sorte, un usurpateur, prétend représenter en quelque sorte l'État libanais. En tout cas, les intérêts chiites. Les intérêts chiites, et nous mène à la destruction, à la catastrophe. Encore une fois, il y a aussi l'autre possibilité, ceux qui vont dire, vous voyez, cette trêve, c'est grâce au Hezbollah qu'on l'a obtenue. Ça va contribuer, d'après vous, à exacerber les tensions communautaire au Liban, Ziad Limam, ou bien au contraire peut-être permettre de briser enfin ces lignes? Est-ce que le Hezbollah, en tout cas la communauté chiite, retrouvera à la place du Hezbollah des personnalités capables de porter son combat? On pense évidemment à Nabi Berri, le président du Parlement, qui est un personnage politique de premier plan aujourd'hui au Liban. Moi, je suis pas dans les couloirs de palais libanais, mais je ne pense pas qu'on
on peut parier, et j'en ai parlé avec des amis libanais dans des discussions assez vives, je ne pense pas qu'on peut parier sur la disparition du Hezbollah. Je ne vois pas comment cette milice, qui est aussi un parti, donc c'est un peu la complexité de l'opération, qui vient de subir et mener une guerre, d'un seul coup, les militants disparaîtraient. Il y a beaucoup d'éléments sur le côté militaire aussi qui sont intéressants. Je lisais dans un article qu'ils n'ont pas mis leurs forces d'élite dans le sud du Liban. Ils ont laissé les milices locales essayer de freiner les Israéliens. Ils ont même préservé leur arsenal en missiles. Ils ont essayé de protéger leur arsenal. Donc on voit bien que tout ça est calculé autant que possible. Dans la guerre, on fait ce qu'on peut, mais pour ne pas prendre des coups absolument déterminants. Et deuxièmement, dans la communauté chiite, le Hezbollah pèse, et Nabil Berri pèse, mais cette duologie, on l'a depuis des années. Donc, c'est pour ça que je pense que... Et en même temps, je trouve que le Liban montre des signes de résilience, montre des signes comme la naissance d'une communauté dans la guerre. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils n'ont pas envie que ça pète. On sent une espèce de solidarité malgré tout par rapport à l'ampleur des dégâts, par rapport à la violence qu'ils ont subie. On sent qu'il y a des tentatives que les vieilles rancœurs, les vieilles différences, on essaye de les atténuer. Najib Mikati parle presque de l'aube d'un jour nouveau. Quand on le jour nouveau, c'est comme les cessez-le-feu. Il faut les mettre en route, il faut que les politiques se mettent d'accord. Mais ça laisse entendre quand même que les équilibres ont bougé après cette guerre. Je pense que surtout, c'est un pays qui ressent plus que jamais le besoin d'une unité minimale pour survivre dans l'environnement où il est, c'est-à-dire coincer un terrain de jeu, on en a parlé ici, un terrain de jeu des grandes puissances entre les Iraniens, les Israéliens, les Américains, etc. Donc ça, je pense que c'est peut-être quelque chose de bien qui va sortir de tout ça. Quel soutien technique peuvent apporter les États-Unis et la France aux forces armées libanaises pour reprendre le contrôle du Sud-Liban ? Soutien technique, je ne pourrais pas vous répondre. Non, parce que ce sont deux acteurs, finalement, qui viennent s'adjoindre à ce qui existait depuis 1701, enfin depuis 2006 et la résolution 1701, qui manifestement n'avait pas été suffisante. Non. Mais on rejoint aussi le problème de l'armée. On a toujours dit que l'armée libanaise était un ciment, était fédératrice. Écoutez, il y a quand même dans cette armée des gens qui sont des citoyens qui obéissent aussi à des réflexes parfois de tribus, de clans, des choses qui font qu'ils sont, alors peut-être pas évidemment aussi soumis que d'autres à ce type d'obéissance, mais dans ce que vous disiez à l'instant, c'est vrai qu'on sent quelque chose frémir, mais tous ceux qui sont à l'origine, quelle que soit leur communauté, de cette espèce de mainmise sur l'économie libanaise, sur ses richesses, eux, ils sont toujours là, et je ne suis pas certain, on va voir, j'espère, mais je ne suis pas certain qu'ils aient perdu tout levier pour agir sur ce qu'on appelle leur communauté respective. En tout cas, la France, elle, voit plus loin et espère un autre cessez-le-feu à Gaza, cette fois. Écoutez Emmanuel Macron. Cet accord doit là aussi ouvrir la voie à un cessez-le-feu, trop longtemps attendu face aux souffrances sans commune mesure de la population de Gaza. Alors, ce n'est pas le chemin que semblait prendre Benyamin Netanyahou hier, en annonçant la trêve au Liban, Ziad Limam. Non, c'est même le contraire, puisqu'il dit je vais avoir les mains libres pour me réorganiser, pour détruire ce qui reste du Hamas, pour libérer les otages. Bon, le discours est quand même un petit peu... il est à la fois attendu et assez cynique. Il y a suffisamment d'histoires maintenant en Israël sur le fait qu'il y a eu déjà plusieurs possibilités de libérer les otages, plusieurs possibilités d'accords, que ces accords ont été à chaque fois torpillés par l'équipe du Premier ministre. Donc bon, c'est juste une tragédie et je pense qu'une grande partie des opinions publiques mondiales ne comprennent pas qu'on puisse avoir un cessez-le-feu au Liban et que dans le silence assourdissant, comme je l'appelle, on continue à bombarder nuit et jour le Gaza et avoir 10, 20, 30, 40 victimes. Donc Macron, là aussi, il peut prendre son air très solennel et dire cessez-le-feu, mais tout ça, c'est
Enfin, je veux dire, s'il s'agissait de mettre la pression, on l'aurait mise. Si les Américains voulaient mettre la pression, on l'aurait mise. À ça s'ajoute, mais je pense qu'on va en parler dans 5 minutes, l'espèce de bouillabaisse sur les mandats d'arrêt. Donc, je pense depuis longtemps que les Américains ne sortiront jamais grandis, en particulier Joe Biden, de l'histoire de Gaza. Mais je pense que là, les Français sont aussi en train de se retrouver dans cette situation. Gaza, en tout cas, le Hamas se dit disponible pour un cessez-le-feu sur le modèle de celui négocié avec le Liban. C'est une main tendue de la part du Hamas. Est-ce qu'elle doit être prise comme telle ou vous comprenez qu'Israël souhaite aller au bout, finalement, à Gaza? Écoutez, dans un premier temps, pour le Hamas, c'est un moyen de faire un pied de nez à Israël en disant « Vous avez tenté de nous rayer de la carte du coin, nous, on est toujours là. » Souvenez-vous des tentatives de trêve qu'il y a eu justement précédemment à Gaza. À chaque fois, vous aviez le Hamas qui disait « Mais nous sommes disposés. » C'est-à-dire qu'il y avait l'évidence d'un Hamas qui était toujours présent, alors qu'au fur et à mesure que les choses avançaient, Netanyahou disait « Nous sommes sur le point de... » Mais parce que le Hamas détient toujours des otages. Il faut bien tout de même, à un moment ou à un autre, évoquer leur sort et donc négocier, à défaut de on est d'accord, prendre le risque. Ce que disait Ziad tout à l'heure, c'est qu'il y a, en quelque sorte, et à cause des acolytes de Netanyahou, il y a eu une sorte de révolution en Israël. Parce que d'ordinaire, souvenez-vous, Gilad Shalit, ou même il y a très longtemps Ron Arad, ce sont des causes qui durent et qui sont inexpugnables. C'est-à-dire qu'on considère que les otages... On mobilise tous les moyens nécessaires pour à partir du moment où l'État d'Israël est un État qui prétend protéger tous les Juifs, il ne peut pas y avoir... On ne peut pas transiger. Et là, vous voyez bien, et ça a été même des déclarations très claires de Smotrich, qui a dit « ça n'est pas la priorité. La priorité, c'est de régler la question de Gaza. » Donc là, vous avez un Netanyahou qui dit « Nous pensons sans arrêt aux otages. » Bon, c'est pas non plus... Les actes, oui, c'est ça, les paroles. Voilà. La France, en tout cas, on l'évoquait à l'instant, qui sème le doute après les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre de Benyamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. Tous deux bénéficieraient d'une immunité, selon les mots du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Écoutez. La France est très attachée à la justice internationale et elle est très attachée à ce que la Cour pénale internationale puisse travailler en toute indépendance. Donc vous respecteriez le droit international, ça veut dire qu'il serait arrêté s'il posait le pied en France? La France appliquera comme toujours le droit international qui repose sur ses obligations vis-à-vis à coopérer avec la Cour pénale internationale, obligation vis-à-vis de son adhésion au statut de Rome qui prévoit et qui traite des questions d'immunité sur certains dirigeants. En tout état de cause, c'est en dernier ressort à l'autorité judiciaire qu'il appartiendra de se prononcer. Immunité, voilà, le mot est lâché. Pour comprendre avec nous en direct de La Haye, le siège de la CPI, Stéphanie Maupas. Que dit le statut de Rome à ce sujet, Stéphanie? Eh bien, le statut de Rome dit qu'il s'applique à tout le monde de manière égale, sans aucune distinction qui soit fondée sur la qualité officielle. Donc, que vous soyez ministre ou président, le statut de Rome s'applique. Mais il dit aussi, et c'est là-dessus que Paris se base, il dit aussi que la Cour ne peut pas contraindre un État à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité. Or, lorsqu'un État ratifie le statut de Rome, eh bien, il renonce à ses immunités et Paris estime qu'Israël n'a pas renoncé à ses immunités, que ces immunités existent toujours et que donc, dans ce cadre-là, eh bien, il devra utiliser cette seconde procédure de la Cour. Mais il y a une jurisprudence de la Cour, puisqu'évidemment, des cas similaires se sont présentés au cours de son histoire et notamment en 2015, le président soudanais Omar al-Bashir qui était sous coup de mandat d'arrêt pour génocide et crimes contre l'humanité, s'était rendu en visite officielle en Afrique du Sud et l'Afrique du Sud avait dû s'expliquer devant la Cour internationale sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas arrêté Omar al-Bashir et la Cour avait ensuite, alors l'Afrique du Sud avait utilisé exactement les mêmes arguments que Paris, mais la Cour avait finalement tranché en disant les immunités, en disant qu'en fait les immunités ne s'appliquaient pas, qu'il s'agissait des crimes les plus graves et qu'ils ne pouvaient faire partie des fonctions officielles d'un chef d'État, d'un Premier ministre, etc. Donc voilà, c'était un peu la jurisprudence de la Cour pénale internationale qui dit que ces immunités
ne s'applique pas. Alors là, on est confronté à des cas d'accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ziad Limam, votre réaction, vous comprenez les propos de Jean-Noël Barrot? J'essaye de me mettre à la place du pauvre ministre des Affaires étrangères à qui on pose cette question explosive et qui essaye visiblement de trouver, ou enfin, on lui a fourni un argument juridique qui m'a l'air bien tiré par les cheveux. Votre correspondante parle quand même d'une jurisprudence de la CPI qui est très très claire sur le sujet. Le ministre lui-même dit de toute façon c'est l'autorité judiciaire qui va trancher. Donc, on sent bien qu'on a été l'objet probablement de pressions importantes. On sent bien que, d'après le quotidien de gauche Haaretz israélien, que ça ferait peut-être partie d'un deal sur le Liban, c'est-à-dire que le fait d'introduire la France dans le monitoring, enfin dans l'accord de cessez-le-feu et dans le monitoring aurait été rendu possible par une promesse de faire une sortie ou une déclaration sur les mandats d'arrêt à propos de Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant. Moi, je pense que ça change pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que la CPI, juridiquement, ça sera très compliqué à mettre en place, mais c'est un message. C'est avant tout un message. Et quand les gens commencent à tourner autour de ce message, ça affaiblit encore plus cette discussion sur le fait que les pays riches, les pays du Nord, les pays puissants, l'Occident, pratiquent un deux poids deux mesures permanent selon ses intérêts, alors que quand il s'agit des Omar El-Béchir ou d'autres, il y en a eu d'autres, ou de Vladimir Poutine, évidemment, il y a unanimité et on est tout à fait d'accord, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement dangereux. Au-delà du cas de Netanyahou et Gallant, c'est extrêmement dangereux parce que c'est l'architecture qui nous unit tous un petit peu quand même ensemble. Tous les jours, il y a un coup de hache pour saper toute cette structure quotidiennement. Gauthier Rybinski, est-ce que vous comprenez les arguments développés par la France, le fait, en gros, pour les résumer, que la CPI n'aurait pas juridiction sur les pays de commission des faits s'ils ne sont pas adhérents eux-mêmes à la CPI et sur le fait et s'ils n'ont pas les moyens eux-mêmes de juger selon les règles de droit et en toute indépendance, en toute impartialité, les personnes qui se seraient rendues coupables de ces actes? Alors, oui, pardon. Non. Si on pousse la chose à l'absurde, on pourrait dire, au fond, on ne peut juger que des chefs d'État qui, en général, vont respecter les droits et ne pas commettre d'exactions majeures. Ou qui se soumettraient d'eux-mêmes. En disant « j'ai commis quelque chose d'horrible ». Bon, donc la question est bien là. Et d'ailleurs, par rapport à Israël, là où c'est compliqué, c'est que dans le texte de la CPI, on dit que la CPI se donne le droit d'intervenir a fortiori si le pays en question est en état de défaillance par rapport à ses capacités juridiques et de jugement. Et donc, quand vous voyez comment est Israël en ce moment, comment par exemple la Cour suprême, on a tenté, le gouvernement de Netanyahou... Oui, parce qu'Israël a un historique en matière de capacité à juger ses propres ressortissants, y compris d'anciens présidents, d'anciens premiers ministres, et Olmert en ces quelques Toutes des affaires de corruption, hein. C'est des affaires intérieures, on n'est pas... Oui, mais donc voilà, si vous voulez, au moment où on se trouve, est-ce que la CPI, d'une certaine manière, anticipe ce que va devenir Israël, auquel cas c'est presque un procès d'intention, mais en même temps, la réalité est là. Et c'est vrai que dire que un personnage ne peut pas avoir une impunité au motif qu'il est comme celle que est en train de s'octroyer Donald Trump aux États-Unis. C'est capital d'avoir cette mention-là, avec tout ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est capital de dire ça n'est pas, vous avez vu, ça n'est pas quelque chose, ça n'est pas une donnée intangible, et notamment si on veut essayer de trouver un moyen de parler avec les Palestiniens. Israël a d'ailleurs fait appel de ce mandat d'arrêt dont elle demande la suspension de l'exécution auprès de la CPI. Quelles sont les chances pour Israël d'obtenir satisfaction, Stéphanie ? Alors, c'est plus précisément, Israël a fait appel à deux requêtes, celle qui demandait à pouvoir juger sur son propre territoire. Ce que vous disiez, c'est que Israël voudrait juger devant ses tribunaux et la CPI n'intervient qu'en dernier recours. Donc c'est sur cette question-là qu'Israël fait appel. Parce que les juges, en rendant les mandats d'arrêt, ils ont aussi rendu deux décisions qui
contestait à Israël la possibilité, qui rejetait la possibilité pour Israël de juger sur son territoire. Oui. En tout cas, ce n'était pas le moment dans la procédure pour pouvoir faire ça. Donc l'appel porte sur ces questions-là, sur la compétence aussi de la CPI qu'Israël conteste, notamment en estimant que la Palestine ou l'État de Palestine ne peut pas être un État, ne peut pas être devant la Cour pénale internationale. Et donc, sur ces deux points, eh bien, les juges devront se prononcer. Ils devront d'abord dire, dans un premier temps, s'ils acceptent cette demande d'appel. Ils devront dire s'ils acceptent un report de l'exécution des mandats d'arrêt. Et puis, ensuite, s'ils acceptent l'appel, alors il y aura une procédure qui se déroulera soit oralement, soit par écrit. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle prendra plusieurs mois. Merci Stéphanie Maupin. Un dernier mot peut-être, Ziad Limam. Au-delà du point de l'aspect technique, il y a une volonté absolument de la France de ne pas se positionner sur ce dossier? C'est le en même temps macronien, mais sur certains sujets, ça ne peut pas passer. C'est-à-dire que quand vous avez les Anglais, par exemple, ou les Espagnols qui disent « nous, on applique », que la moitié de l'Europe dit « nous, on applique », et que vous, on commence à dire « j'applique pas ». Et en plus, franchement, je trouve qu'il fallait assumer. Fallait dire, il fallait pas tourner autour du pot. Il fallait dire non. C'est d'ailleurs le communiqué écrit est encore plus clair. Oui. C'est un allié, une discussion, et que ça. Fallait assumer et dire nous. Politique de cette décision. Oui, on assume politiquement le fait de ne pas reconnaître un mandat d'arrêt de la CPI. Et après, on aurait vu les effets négatifs de tout ça. Très rapidement, Gauthier. Très rapidement, la France, les élites politiques sont terrorisées par l'idée de passer pour antisémites. Et ils ont raison. Elles ont raison. Simplement, là, il s'agit pas de ça. C'est l'accusation qu'a portée Benyamin Netanyahou lors de la défense de ces mandats d'arrêt. Une accusation, c'est un plaidoyer pro domo, mais c'est inutile. Simplement, il faut effectivement assumer en montrant que justement l'antisémitisme est combattu. Voilà, c'est dans cette borne-là, ces bornes-là. Merci beaucoup Stéphanie Maupin, Alaez, Ziad Limam et Gauthier Ribinski, ici même à mes côtés. Restez avec nous, l'essentiel continue dans 3 minutes.